Les produits du bois. Il y a plusieurs types de poutrelles de plancher. Ok, il y a ceux avec des V de métal. Bon. Vous tirez vos câbles électriques, ça se dénude. Gling, gling, gling. Sécurité incendie. J'ai été voir les résultats des essais de ce produit-là. C'était pas chic. Je suis un peu méchant, mais c'est le produit le plus facile à fabriquer. Ça coûte pas cher, mais celui-là, que vous connaissez avec des connecteurs métalliques, mais là, si vous utilisez un 2 par 4, 38 par 180 mm ici, ben, automatiquement, ça va vous prendre des diagonales en 2 par 4 pour beaucoup d'optimisation de bois, un connecteur de chaque côté. Bon, mais c'est une fabrication qui ressemble à une fermette de toit. La poutrelle en I, mais qu'on appelle un système à âme pleine, donc qui n'est pas ajouré, donc il y a des limites au niveau du passage des conduits de ventilation, plomberie, etc., mais qui est un très bon produit pareil. Celui-ci qui est comme un mixte, qui vient d'être créé, c'est tout récent, au Québec. Il est mis depuis 2 ans sur le marché, qui est un ajouré fait à partir de poutres en I, qui va avoir dans les mois à venir sa certification. Celui-là. C'est celui-là dont je vais vous parler. En fait, j'ai commencé à travailler en 1995 pour une compagnie qui s'appelait Distribution Toiture Mauricienne, qui s'appelle maintenant Barrette Structural, donc fabricant de tout ce que ça prend pour faire de la construction, que ce soit du résidentiel ou du commercial. Puis, ils avaient déjà inventé un système que j'ai trouvé extrêmement brillant, qui était une solive ajourée complètement faite en bois, mais tout était fabriqué artisanalement, à la main. Il y avait énormément de main-d'œuvre, c'était pas précis, puis le produit commençait à être désuet par rapport aux demandes du marché, mais il avait quand même tous les avantages de la solive ajourée. Mais la raison pour laquelle j'ai été travailler pour cette compagnie-là, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement brillant de la part du fondateur et du génie de ce triple aboutage angulaire. C'est-à-dire que vous avez un aboutage, donc par renture multiple entre cette diagonale et cette diagonale, et après dans la rainure de la membrure inférieure. Et même chose dans la membrure supérieure. Tout en bois. Vous savez comment marche la distribution des efforts en chargement uniforme. Plus on s'en va vers le centre, moins il y a d'efforts. Donc je mets un 2 par 3, un 2 par 4. Oh, là je suis en traction perpendiculaire. Un 2 par 3, que des 2 par 2 à fin. Une super belle optimisation du bois sur la longueur. Vraiment un produit que j'ai trouvé merveilleux. Puis quand j'ai commencé à travailler pour cette compagnie-là, c'était comme directeur de R&D, une compagnie qui faisait à peu près 2,5 millions, 3 millions de dollars de chiffre d'affaires, une centaine, 120 employés. Puis, mais je n'étais pas assez fort en 91 en construction pour revoir complètement ce concept, surtout qu'il ne voulait pas s'arrêter à 30 pieds de long, 10 mètres, mais il voulait aller jusqu'à 40 pieds pour des charges commerciales. Donc il fallait changer toute la conception au complet. Donc je me suis dit, je vais aller chercher un peu plus de connaissances, je vais faire un doctorat. Donc en même temps que je travaillais, j'ai été faire un doctorat à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, sur ce produit-là, avec M. Natterer et M. Sandoz. Et on a reconçu, dans le cadre de mon doctorat, entièrement cette poutrelle, donc par de la modélisation, par évidemment des essais. Parce qu'à l'époque, c'était juste des essais-erreurs pour la conception. Puis après ça, il y avait un grand feu dans le bois à journée longue pour détruire les prototypes. Et donc là, on a rentré un peu plus la science à travers ça, l'interférométrie holographique, toutes sortes de façons d'aller chercher les contraintes. Puis le produit final, ça a donné ça. Donc là, je pense que vous me reconnaissez un petit peu. Le propriétaire était un anti-V de métal et un anti-poutre en I. Mais le meilleur des produits, c'était d'aller chercher le meilleur de tous ces produits-là, finalement. Donc j'ai gardé la diagonalisation, tout en bois. J'ai complètement changé, par contre, les angles, les dimensions, le nombre de rainures ici, parce qu'il n'était plus question de faire ça de façon manuelle. On voulait automatiser ça avec des robots, donc il fallait que je limite le nombre de dents, mais tout en allant chercher la même capacité structurale. Puis avant, le produit, il se coupait des deux côtés sur le chantier. Mais là, la nature humaine étant ce qu'était, et nos clients disaient on aimerait ça avoir à couper seulement d'un seul côté. Donc d'où l'idée d'avoir un bout ajustable en OSB.
Puis quand j'ai une solive, non pas en face mount, mais que je veux mettre un appui par la membrure supérieure, qu'on appelle le top cord bearing, ben, j'étais limité au niveau de ma capacité en cisaillement, donc ça prenait pour 10% de mes commandes un V de métal. Et c'était un produit hybride, des meilleures idées des autres. Finalement, moi, j'ai rien inventé, j'ai juste cherché c'était quoi la meilleure optimisation que je pouvais faire avec ce qui existait. Donc, on travaillait fort sur cette conception-là. Quand vous mettez un nouveau produit sur le marché, il faut aller chercher de la reconnaissance vis-à-vis de vos clients. Donc, plutôt que de faire ce qu'on apprend tous à l'école, un échantillonnage statistique avec des beaux coefficients de variance, et puis, moi j'ai dit on va tester 100% des poutrelles qui sortent de la production, puis on les teste à 2,1 fois la charge totale de travail qui est prévue. Ça veut dire que je suis sûr que, 1, je dors bien, mon patron aussi, puis 2, le client est entièrement sécurisé sur la capacité de toutes les poutrelles parce qu'elles passent tous sur ce banc d'essai. Il faut commencer quelque part. D'ailleurs, tant qu'à parler de ça, le joint s'était fait en colle résorcinol, puis quand les gens ont aimé puis apprivoisé le produit, ils m'ont dit « Écoute Sylvain, on l'aime bien ton produit, mais un joint noir, maintenant qu'on a confiance, puis qu'on voit qu'il est très performant structurellement, on le voudrait plus beau, plus esthétique. » Donc là, j'ai changé de colle, puis j'ai été dans la polyuréthane, évidemment, pour que ça fasse un peu un joint blanc-jaune. Donc l'évolution se fait. On a monté le tableau de charge avec toutes les tables de calcul et de portée pour ce nouveau produit. On a monté toutes nos fiches de montage. On a monté tous nos logiciels de calcul, évidemment, parce que ça ne se fait pas manuellement. Après ça, mon patron, il m'a dit écoute, ce produit-là, moi, je veux le vendre. J'ai bon espoir. Là, j'ai une bonne réponse de la part de nos clients. Donc, le président a dit on va le vendre partout. En fait, quand il m'a embauché, il m'a dit je vais être le leader de la structure bois au Canada. Petite compagnie artisanale en Mauricie, une expression québécoise, broche à foin, c'est-à-dire très artisanale. Là. Et c'était ambitieux, mais il se donnait les moyens de son ambition. J'avais juste un problème, c'est quand il m'a dit de certifier le produit, il m'a dit t'as 9 mois, puis il ne faut pas que ça te coûte plus que 100 000 $. Mais juste aller au Canada, ça dure 1 an et demi à 2 ans, puis ça coûte 100 000 $. Et ça a été mes défis constants dans cette entreprise-là. Il y a eu plein d'autres anecdotes. Là, vous revenez chez vous, vous creusez la tête, comment je vais pouvoir faire ça? Finalement, le gourou des normes au Canada, celui aux États-Unis, puis ici en Europe, j'ai travaillé avec le CSTB, entre parenthèses, avec lequel j'ai eu une excellente collaboration. J'avais commencé à travailler avec les Anglais, parce qu'il y a quand même des affinités entre les Anglais et les Canadiens. Puis au niveau certification, BBA et TRADA étaient extrêmement réputés et connus, mais ça n'a pas bien fonctionné, ça n'allait pas assez vite à mon goût. Donc j'ai finalement opté pour le CSTB en France. Et ces 3 personnes, ne s'étaient jamais rencontrées, ils ne se connaissaient pas. Et je les ai fait venir à Trois-Rivières, en Mauricie, en plein hiver. Juste ça, j'ai perdu 3 mois, arrivé à les convaincre de venir en hiver au Québec. Puis en plus de venir rencontrer une bébête là, qui travaillait sur un doctorat sur un produit et qui voulait certifier, ça les intriguait. Là, leur délectation scientifique a fait qu'ils sont venus. Donc on s'est enfermés dans l'auberge pendant 3 jours, jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis il y a eu des blocages. Donc pendant les blocages, on est allé au Palais de Glace boire un coup à Québec. On est revenu, puis ça a décontracté l'atmosphère. Mais c'était vraiment intéressant parce que j'avais monté un dossier de 16 pages. Puis j'avais les normes canadiennes, les normes américaines, les normes européennes. Puis j'avais toutes mes équations, tous mes tests, tout. Puis là, j'avais une 4e colonne qui était la norme de ma compagnie. Là, je veux qu'on s'entende tous les 3. Quand je fais un test, je le fais pour tous, puis il est reconnu pour tous. Puis ne me faites pas le coup de prendre la plus conservatrice des 3, là, parce que ça va me coûter la peau des fesses. Donc, et le défi les a intéressés. C'était la première fois que ça se faisait. Puis, 9 mois plus tard, j'avais une certification dans les 3 endroits, puis ça ne s'était jamais fait. Et vraiment, ça a été une super belle expérience, ce dossier de certification. Donc, on l'a eu. Puis là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas fournir le marché.
hein, nous, au Québec, avec une usine de fabrication. Les Américains en voulaient. On avait une trentaine de distributeurs à travers notamment l'Amérique du Nord. On a ouvert 2 distributeurs ici en Europe. Donc, j'ai monté un système de licenciés sous fabrication industrielle. Donc ça, ce que je faisais, c'est que je prenais celui qui goûtait au produit, qui l'aimait. Ben, après être distributeur, il voulait devenir manufacturier. Donc, je lui livrais une usine clé en main. Je formais tous ces ingénieurs, ces personnes en responsabilité du contrôle de qualité, jusqu'à l'affûteur, tous les employés de production, les vendeurs, acheteurs de bois, vraiment toute l'équipe au complet était formée. Et après ça, c'est ça business. Okay, ce n'est pas une franchise là, où il faut que tu achètes ton bois à tel endroit. Puis, c'est pas, quoi que j'avais, pour m'inspirer, j'ai lu les franchises de McDonald's et compagnie, là, parce que je ne connaissais pas ça. Mais c'était une licence. Et ce que je leur donnais, c'était un territoire de fabrication. Donc, si tu ne fais pas bien ton travail, vu que tu as des minimums de production à faire, ben, l'autre d'à côté, là, il peut venir vendre chez toi. Il a les mêmes équipements, il a eu la même formation. Donc, fais bien ton travail, tu as un minimum, et puis moi, je veux une croissance. Sinon, je passe à un autre. Et je touchais une royauté au mètre linéaire de production. Donc, à chaque fois qu'ils produisaient de la poutrelle, à chaque mètre linéaire de production, je touchais de l'argent que j'investissais dans mon département de recherche et développement. Puis je faisais tourner la roue. Je réinventais des nouvelles générations de ce produit-là. Il y en a eu 4. Je faisais des usines de plus en plus automatisées. Quand j'arrivais en Indiana, ils me disaient hey, nous, on n'a pas 6-7% de chômage, on a 3%. Moi, je n'ai pas de monde. Donc, l'équipe a grossi. Toutes sortes d'ingénieurs, mécaniques, production automatisée, industrielle, faisaient partie de l'équipe de R&D. Et on est passé de 120 employés à 12, 8 robots. Puis quand vous travaillez dans un environnement du bois, de la colle, avec la précision, ça a été un énorme défi aussi. Et ça a très très bien fonctionné. J'ai démarré aux États-Unis 5 usines comme ça. Et donc le produit comme ça pouvait avoir sa croissance. Puis nous, on ne fournissait plus au Québec, donc on a décidé de se monter une nouvelle usine. Complètement, évidemment, vous vous en doutez, ou presque en lamelé collé. Et voilà la carte avec les licenciés qu'on a installés un peu partout. Donc la compagnie est passée à 100, le chiffre d'affaires avec les licenciés à plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Puis juste au Québec, on avait un peu plus de 1000 employés. Puis on a fait le même scénario pour les fermes de toit. On s'est développé nous-mêmes nos propres équipements de fabrication de fermes de toit, hyper automatisés, parce que je vous disais tout à l'heure que nous, c'est très complexe, les fermes de toit qu'on fait. Donc les équipements qui sont sur le marché ne sont pas adaptés à ça. Donc on les a reconçus complètement nous-mêmes. Et puis on a fait la même chose pour les murs préfabriqués. Puis finalement, c'est devenu le numéro 1 dans la structure d'ossature légère en bois au Canada. Donc je vous ai partagé ça parce que c'est un modèle d'affaires que je trouve intéressant, qui est parti d'un président qui a cru en une personne qui l'a embauché, puis qui un jour est arrivé dans son bureau, puis lui a dit « Je veux faire un doctorat ». Tout président de compagnie sensé, et je m'attendais à me faire accompagner jusqu'à la porte. Un universitaire, je n'ai pas besoin de ça chez nous. Mais il a cru en ça, puis il m'a laissé aller. Puis ça a donné tout ce développement-là et je suis passé évidemment de directeur R&D à numéro 2 de la compagnie, vice-président. Donc ça a été une aventure sur 16 ans, ça. Et ça a été une croyance d'une entreprise dans l'investissement dans la recherche, dans l'investissement des études d'un de ses employés. Dans la manière dont j'ai réalisé ma recherche, ça a été une collaboration avec l'EPFL, l'ENSTIB, notre centre de recherche canadien au Canada, et l'entreprise canadienne. Donc vraiment, aller chercher les meilleurs éléments un peu partout qui m'ont accompagné, parce que moi tout seul, je n'aurais rien fait, j'en aurais été incapable. C'est eux qui m'ont vraiment et de beaucoup aidé pour cette réalisation-là. Donc, messieurs les professionnels, je vous recommande d'investir dans les études ou les formations de vos employés. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a été extrêmement bénéfique et pour moi et pour la compagnie. Et j'aurai plusieurs anecdotes encore à vous raconter, mais je crois beaucoup au savoir et à la transmission du savoir. Et vous voyez qu'au Canada, et c'est quelque chose pour lequel je me bats, à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on développe un guide, à chaque fois
on a sué tout notre corps et âme pendant des nuits blanches à faire quelque chose comme le 13 étages, on monte un guide, là voilà la recette. Nous, on ne veut pas que ça s'arrête là, puis on veut que ça se propage, puis qu'il y en ait d'autres qui s'y mettent, et puis c'est parfait comme ça. Donc, avant, on était sur les produits. Après, on est passé aux composants. Après, on est passé aux composants. Après, on est passé au système, puis maintenant, on est rendu aux solutions. À titre d'exemple, avant, moi, j'étais un manufacturier de poutrelles de plancher, puis de fermes de toit. Puis, pas parce que j'étais brillant, c'est le marché qui me l'a imposé. Là-dessus, je n'étais pas en avance. Le marché, à un moment donné, m'a dit « faut que tu fasses de la préfabrication ». Donc, graduellement, ça s'est passé, au lieu de livrer en vrac mes fermes de toit, il fallait que je les fasse selon le plan d'érection. Après, ça n'a pas suffi. Ils m'ont dit il faut que tu nous les livres par module. Donc là, les liens continus sont posés, les contreventements, même les murs par feu, l'OSB sur le toit, 2 coups de grue, puis le toit est monté. Même chose pour les planchers. Les poutrelles sont placées dans leurs étriers, sur les poutres lames les collées, la ceinture de rive est là, le contreplaqué sous-plancher est là. 2 coups de grue, le plancher est monté. Pour faire des maisons qui ne prennent pas 1 mois, mais qui prennent 2-3 jours. Et ça, c'est le marché qui nous l'impose. Et on est rendu là. Mes modèles là-dessus, c'est les Allemands. À 8 étages, ils ont fait ça en 8 jours. 1 étage par jour. Ils ont poussé vraiment la préfabrication au maximum. Et je pense que l'avenir est vraiment là. Donc, il y a tout ça qu'il faut contrôler. Il y a tout ça qu'il faut contrôler. Puis évidemment, quand on décide de se lancer dans une aventure internationale, et c'est cette mixture-là, c'est cette recette-là qui va faire qu'on va être gagnant. Et il ne faut pas les oublier, les codes et normes, parce que c'est vraiment des fois une embûche. Et nous, les ingénieurs de compagnie, sont sur les comités de normes. On a une association qui s'appelle l'Association des fabricants de structures de bois au Québec, qui regroupe les 60 manufacturiers au Québec, dont j'ai été directeur pendant 10 ans. Les propriétaires de compagnies sont là. Même si on est compétiteurs, quand il y a des enjeux communs, une loi sur les ingénieurs qui a changé, une nouvelle méthode de calcul avec laquelle on n'est pas d'accord, qui nous est pas proposée, qui nous est imposée, on dit non. On va à la régie du bâtiment, on demande un moratoire, on fait nos propres essais, puis on fait corriger leurs équations. Jusqu'à temps qu'on ait satisfaction, puis que notre coût n'augmente pas parce que tout d'un coup, les normes ont changé. Et c'est à tous les niveaux comme ça que ça se déroule. Petite anecdote pour terminer. Ça, c'est ce que le client il veut. Là, je sors du contexte de la structure bois, mais une balançoire. Le client, c'est ça son besoin. Si on laisse faire l'architecte tout seul, il y a peut-être des chances que ça ressemble à ça. Mais il y a une chance qu'ils sont là, parce que s'ils n'étaient pas là, nous, nos bâtiments seraient assez carrés, rectangulaires, puis ils ne seraient pas très beaux, hein, disons-le comme il faut. Mais alors eux, au niveau imagination, là, elle est assez débordante, puis quand ils décident de faire une grande ouverture, nos contreventements, ils s'en moquent pas mal. Donc ça fait des belles discussions, mais c'est vrai que si on les laisse agir tout seuls, probablement que la balançoire va ressembler à ça. Si on laisse l'ingénieur travailler tout seul dans son coin, nous, on aime ça, la fiabilité, nos coefficients de sécurité, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on va proposer comme solution, on en met toujours un peu trop. Voilà ce que ça pourrait donner. Contracteur, il ne faut pas que ça coûte cher, c'est l'économie. Donc si on le laisse tout seul faire son travail, probablement que la balançoire pourrait ressembler à ça. Puis si tous ces gens-là, ils ne se parlent pas, le produit final, ça pourrait être ça. Puis je voulais terminer sur cette anecdote-là, puis pour l'illustrer encore, c'est que de plus en plus dans les projets, on ne peut pas demander à quelqu'un de connaître tout ça. Souvent, ça fait affaire à des corps de métiers différents. Et on n'aime pas ça, sortir de nos zones de confort. Mais pour réaliser ces 3 projets-là, surtout les 2 là, celui-là est quasiment terminé, celui-là est terminé, ça a pris tout ça. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir la plus haute tour au monde.
ça, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Oui, vous êtes dans un livre de record, mais ça ne dure pas longtemps. Dans 3 mois, il y en a un autre qui va faire plus haut que toi, de toute façon. Actuellement, en Autriche, c'est 22 étages qu'ils sont en train de construire. Donc, mais on en a un autre qu'on prépare. Mais donc, il faut vraiment que les architectes... Regardez l'acoustique, là. Moi, je ne connais pas ça, l'acoustique. Ce n'est pas mon profil. Ça fait 30 ans que je suis dans la structure. Multimatériaux, j'insiste, même si vous m'avez mis l'étiquette bois. J'ai une étudiante en doctorat qui travaille là-dessus actuellement. Parce que les partenaires industriels que j'ai dans tous mes projets de recherche m'ont dit on commence à avoir des problèmes d'acoustique, puis on l'a laissé un peu de côté celui-là, puis il faut y penser sérieusement. Donc on va t'apporter des solutions pour ton bâtiment 13 étages que tu es en train de faire. Donc c'est tout ça, là. Donc il faut être bon en sécurité incendie, il faut être bon en coût, en efficacité énergétique, en durabilité, en architecture. Si on est bon là-dedans, ben là on va avoir un beau bâtiment performant, durable, qui va avoir toutes les belles propriétés. Puis bon, si en plus il est plus haut, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit l'objectif premier, sinon ça ne fait pas un beau projet, puis ce n'est pas vendeur pour le bois. Donc ce que j'espère, moi, c'est que ces projets vont inspirer, puis vont créer d'autres projets, et c'est bien parti pour ça actuellement. Puis, dernière slide. Et oui, ce matin, quand j'ai présenté, je ne peux pas m'en empêcher, désolé, pour ceux qui étaient là ce matin, là, mais celle-là, c'est parce que j'ai 2 passions dans la vie, en tout cas, au moins 2. Une, c'est le bois, je pense que vous l'aviez compris. Puis, l'autre, c'est la montagne. J'ai appris énormément dans ma vie personnelle à travers ce sport-là. Avant, j'étais jeune et fou, je grimpais tout seul sur des 2000, 3000, 4000 mètres. Puis je risquais ma vie très sérieusement parce qu'il n'y avait pas de corde, il n'y avait personne avec moi. À un moment donné, je suis devenu pas raisonnable, mais j'ai compris que si je voulais aller plus haut, il fallait que je m'associe avec d'autres personnes. Et donc, on est extrêmement complémentaires tous ensemble. Il y a un pro en équipement, il y a un pro en grimpe de glace. Il y en a un autre, c'est les photos. Bon, il y en a un, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse la bouffe. Bon, lui, ça n'a pas l'air de le déranger, on lui laisse. Moi, c'était plus le volet montagne, où faire son camp, quand grimper, c'est quoi la météo, les risques d'avalanche, comment traverser telle crevasse, etc. Puis avec ces personnes-là, j'ai eu un plaisir depuis 1994 fou. Partout à travers le monde, on fait des expéditions. En Amérique du Sud, en Alaska, en Europe, dans les Rocheuses canadiennes. Ça, c'est le mont Denali en Alaska, là, la plus haute dénivellation au monde. Puis à un moment donné, j'ai voulu faire évidemment, comme tout montagnard, j'ai voulu aller encore plus haut, là, comme dans mes projets professionnels. On veut aller de plus en plus haut, pourquoi pas en montagne aussi. Mais là, je n'avais jamais fait 8000 mètres, moi. Puis là, ça commence à être sérieux, cette affaire-là. Donc là, je me suis associé avec mes copains à une autre expédition, une expédition internationale, composée d'un Suisse, 2 Basques, Basques espagnols, 3 Autrichiens. C'est ça. Et puis on a décidé de faire le G2 au Pakistan. Et puis cet été, là, je reviens du Manaslu au Népal. Puis celui-là, là, ça a été extraordinaire. C'était la première fois que j'allais sur un 8000 mètres. Mais on s'est tous mis assis, puis on s'est mis par écrit, c'était quoi l'éthique de notre projet. Moi, pourquoi je m'engage dans le bois, vous l'avez compris, j'avais commencé avec ça. Je crois beaucoup au développement durable, puis j'ai toujours eu cette fibre un peu verte, là, pas écologiste, extrémiste, là, mais j'essaie de faire attention à notre planète dans mes petits gestes quand je le peux, là. Donc nous, pas question de laisser la montagne sale, comme ça se fait dans plusieurs montagnes, comme les ascensions de l'Everest. Il n'y a rien, elle est propre quand on repart. Si on n'est pas capable d'arriver en haut, c'est pas grave, mais on ne veut pas utiliser d'oxygène, on ne veut pas utiliser de porteur haute altitude, on veut le faire en complète autonomie. C'est comme ça que ça se passe. Puis, on revient tous. Et ça, dans le travail d'équipe, puis je termine là-dessus. C'est vraiment ma dernière diapositive, celle-là. Je l'ai vécu des fois douloureusement dans des projets professionnels ou personnels, mais ça a toujours été très enrichissant parce que des mondes de pays différents, d'âges différents, de générations différentes, d'expertises différentes,
qui se lance dans une même aventure. Est-ce que réellement je vais risquer ma peau pour qu'ils reviennent? Ben, je suis arrivé à 120 mètres de ce sommet-là. Puis, une expédition de 47 jours. Là, j'avais deux voix qui se battaient dans ma tête. Il y en avait une qui me disait, parce que là, on s'était désencordé, là, on avait équipé les parois verticales, parce que ce n'était pas la voie normale, il y avait plus de 2500 mètres de cordes qu'on avait équipées sur les parois. Puis là, on était désencordé, on était sur l'arête finale pour arriver au sommet. Je voyais le sommet, là, il n'était pas loin, là, du fond de la classe, là, un petit peu plus. Puis là, il y avait une voix qui me disait il continue. Là, ça fait 2 ans que tu prépares cette expédition-là, les sacrifices financiers, l'entraînement. Puis là, ça fait 40 jours que tu es sur cette montagne-là. Finis ça, on va au sommet. Puis j'avais une autre voix qui me disait hey, mon grand copain, là, il n'arrive pas. Puis la trace est faite. Puis il vient pas. Qu'est-ce qui se passe donc? Puis on était dans les nuages, puis je ne le voyais pas arriver. Donc on était 4. Et finalement, c'est la deuxième voie qui l'a emporté. J'ai décidé de faire demi-tour. J'ai dit aux 3 autres, continuez, faites le sommet. Moi, je redescends. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Puis je suis redescendu. Finalement, je suis redescendu. Bon. Je suis redescendu jusqu'au col, à 7700 mètres. Puis mon grand ami était allongé dans la neige, puis c'est un œdème cérébral. Un œdème cérébral approche 8000 mètres, c'est fini, terminé, il n'y a rien à faire. C'est l'histoire de la montagne qui dit ça, et tous les récits que vous lirez. J'ai tenté ma chance de le redescendre, puis d'essayer de le sauver. On parle de désescalader tout seul des parois verticales, puis de le descendre au bout de la corde. Finalement, une chance, mes 3 amis qui ont fait le sommet, à un moment donné, une demi-journée plus tard, ils ont fini par me rejoindre. Et ils m'ont aidé à le descendre. Les gens qui étaient au camp 2 sont montés me donner un coup de main. Les gens qui étaient au camp de base nous ont monté de l'oxygène au camp 1. Bref, toute l'équipe s'est mobilisée pour essayer de tenter la chance de faire quelque chose qui ne se fait pas d'habitude, de sauver quelqu'un avec un œdème à 8000 mètres. Quand on est arrivé au camp de base, le chef d'expédition a dit il est vraiment, vraiment très mal, il faut que tu redescendes jusque dans la vallée, dans la première ville. C'est une marche d'approche de 8 jours. On l'a fait en 3 jours. J'ai réussi à avoir une mule, j'ai attaché dessus. Puis on a fait ça jour et nuit pendant 3 jours. Puis au moment où je vous parle, il va très bien, il est en bonne santé. Il a même eu un 3e enfant. Et ça a été un fantastique travail d'équipe où tous, et on a été plusieurs, à laisser tomber le sommet pour le ramener. Donc, quand je parle de travail d'équipe, je vous dirais que c'est quelque chose dont je n'avais pas pris au début de ma carrière conscience. Les architectes, je m'engueulais avec eux. En tout cas, je m'accrochais. Engueuler, il y a un mot un peu fort là. Mais puis finalement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout connaître, et puis que je ne pouvais pas tout faire, puis que de toute façon, je ne pouvais surtout pas faire grand-chose tout seul. Donc, j'ai tenté de l'appliquer dans ma vie professionnelle à travers mon projet de doctorat, à travers la carrière que je fais, à travers encore mon métier de prof, puis aussi dans ma passion personnelle. Et je voulais terminer sur cette note un peu plus humaine. Merci.